question de savoir quels sont les enseignements de la crise sanitaire en matière de transformation. On l'a bien vu, une année d'avancée et de rupture avec l'humanité qui était sous tension depuis un an, au point d'avoir suffisamment de recul pour procéder, je pense, maintenant à une première analyse de la santé qui vit de profondes mutations numériques et technologiques sous le coup de la crise. Accélération des transformations, effet grossissant également, tel une loupe sur les dysfonctionnements, mais aussi une année, en tout cas je le crois, porteuse d'espoir. Nous sommes ici pour comprendre, pour analyser, mais aussi pour proposer, imaginer et construire l'avenir. J'aimerais vous poser, Gabriel, Laure et Antoine, une première question simple, personnelle. Au terme de cette première année de crise sanitaire, quel a été pour vous l'événement ou la situation professionnelle le plus marquant? Gabriel. Merci David et merci et bonjour à tous. Bien pour moi, l'événement le plus marquant, incontestablement, c'est le développement et la mise à disposition des vaccins contre la Covid en un temps réellement record. Je crois qu'on a vraiment affaire là à un exploit scientifique qui est inédit dans l'histoire. Moi-même, faisant partie de l'industrie pharmaceutique, je ne me serais jamais douté qu'on arrive réellement à un tel résultat en moins d'un an. Il faut voir que ce sont des milliers de chercheurs à travers le monde qui se sont mis en ordre de marche conjointement pour travailler. C'est extraordinaire, on n'avait jamais vu ça. Plus de 300 candidats vaccins qui ont été développés en l'espace de quelques mois, plus d'une soixantaine d'entre eux en essais cliniques aujourd'hui, des collaborations privées-publiques qu'on n'avait jamais vues. Donc voilà, si j'avais un événement vraiment qui, dans le cadre professionnel aujourd'hui, m'a bousculé, c'est cette réalité que face à une crise, l'humanité, comme vous le disiez David, est capable réellement de se mobiliser ensemble pour faire avancer les choses dans une dynamique vraiment jamais vue. Gabriel, est-ce qu'on pourrait peut-être dire un tout petit mot de Vive Healthcare? Et j'expliquerai aussi pourquoi je tenais à avoir un laboratoire comme celui-ci parmi nos invités. Avec grand plaisir. Donc Vive est un laboratoire qui est effectivement spécialisé, qui se consacre totalement à la lutte contre le VIH. Donc on est d'autant mieux placé, je dirais, pour apprécier le travail qui a été fait justement sur la Covid cette année, qu'on est face à une pandémie de VIH qui existe depuis plus de 30 ans. Donc on se rend compte un petit peu de l'évolution et de la façon dont c'est allé extrêmement vite là-dessus. On est un laboratoire qui est vraiment axé autour du patient, puisqu'effectivement on touche à une pathologie extrêmement particulière qui concerne aujourd'hui près de 150 000 patients en France, 37 millions dans le monde encore aujourd'hui, donc on est vraiment face à une pathologie extrêmement importante. Et Vive Healthcare est un laboratoire qui, en termes d'innovation, essaie de vraiment apporter de façon continue une amélioration auprès des patients, à la fois en termes de solutions thérapeutiques, à la fois en amélioration de qualité de vie. Donc voilà, notre leitmotiv est vraiment de mettre le patient au cœur de nos développements et de continuer à travailler, à lutter, et ce jusqu'à ce que le VIH disparaisse. Donc on a un grand enjeu devant nous. Il y a des objectifs ONU-SIDA qui ont été fixés pour 2030. 2030, c'est demain. Et en même temps, quand on voit ce qui a été fait cette année, on est porté par l'espoir qu'effectivement aussi sur le VIH, on va pouvoir y arriver. Donc voilà, en quelques mots. Merci en tout cas pour votre présence. Et effectivement, c'était intéressant d'avoir votre regard et votre hauteur de vue avec un recul, malheureusement, sur une maladie qu'on n'a toujours pas contrée. J'aimerais passer la parole à Laure Comard. Merci Laure d'être avec nous ce matin. Même question, quel est l'événement ou le fait d'actualité qui vous a le plus marqué au cours de l'année écoulée? Merci, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc, je suis directrice d'information médicale au groupe Elsan. Le groupe Elsan, comme vous l'avez dit, c'est une centaine d'établissements privés sur différents champs, le MCO, le soin de suite, la radiothérapie, la dialyse. Je vais prendre un peu le contre-pied. À votre question, c'est la situation professionnelle qui m'a le plus marqué ou qui me marque le plus parce que c'est loin d'être terminé malheureusement. C'est l'incertitude, la méconnaissance permanente, les remises en question qui me troublent le plus. Des exemples, on pourrait en citer des tonnes. Dès le tout début de la crise, avant même la prise de décision du confinement, les ARS nous ont demandé de
pratiquer des déprogrammations dans nos établissements. Et à ce moment-là, on s'est retourné vers moi en disant qu'est-ce qu'on doit déprogrammer, comment on l'organise, comment ça va impacter nos établissements. Et à ce moment-là, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on doit déprogrammer, quelle est la chirurgie urgente, est-ce qu'on doit protéger les patients les plus fragiles. C'était les premières questions qu'on s'est posées et depuis le début, on n'arrête pas de s'en poser, on n'arrête pas d'essayer de comprendre ce qui se passe. Là encore, en ce moment, en Île-de-France, on nous demande de nouveau de déprogrammer parce que les lits de réanimation commencent à saturer, alors même que le nombre d'hospitalisations n'augmente pas tant que ça. Et voilà, donc dans cette crise, ce qui reste vrai et ce qui pour moi était le plus marquant, c'est véritablement cette incompréhension permanente dans laquelle on est ballotté, ce manque de visibilité dont on a du mal à sortir. Un peu moins optimiste que la prouesse de sortir des vaccins. Voilà, mais je pense que ça représente pour moi la situation actuelle. Merci Laure, même si on jongle tous désormais avec les sigles, on connaît tous les termes médicaux, ARS et Agence régionale de santé, qui est vraiment le bras opérationnel du ministère dans la gestion de la crise en France. Antoine Flao, même question, souvenir plus marquant au cours de cette année écoulée. Merci, bonjour à tous et merci David pour cette invitation également. Moi je serais comme Gabriel Martin, je dirais que ce qui m'a marqué c'est l'avènement d'une révolution vaccinale. J'irais plus loin, je dirais que ce qui m'a particulièrement marqué, surtout peut-être dans ce domaine qui est le domaine du numérique, c'est l'avènement des vaccins à ARN messager. C'est une vraie révolution. Il faut savoir que des choses incroyables, quoi. Il a fallu en réalité 44 jours. Hein. C'est le 24 février que les premières ampoules de Moderna, d'ARN messager, sont arrivées sur la table de Bancel, du PDG de Moderna, parce qu'il n'y avait pas besoin, 44 jours entre le moment où la séquence a été publiée sur les bases de données par les Chinois, qui était le 10 janvier 2020, et il ne fallait pas le virus, il suffisait d'un ordinateur pour pouvoir programmer dans le bon ordre la séquence de nucléotides permettant de réaliser l'ARN messager. Et c'est une prouesse technologique inédite, puisque aucun vaccin n'existait à ce jour sous cette technologie-là. On n'était pas du tout certain de son innocuité, on n'était pas certain de son efficacité, on n'était pas certain de sa faisabilité. Et il a fallu moins d'une année pour avoir une autorisation de mise sur le marché. C'est du inédit également, ça n'a jamais été fait. La plupart des gens, y compris parmi les très optimistes, et j'en faisais partie, pensaient qu'il faudrait 18 mois, peut-être 2 ans pour sortir un vaccin. Jamais moins d'1 an. C'était totalement... quand on entendait Donald Trump le proclamer, qui, franchement, parmi les scientifiques y croyaient, quoi. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait de façon... voilà, je pense que... J'imagine, moi, que Katalin Karikó va avoir probablement un prix Nobel de chimie pour cette découverte qu'elle avait faite dans les années 90. Hein. Et aujourd'hui, on a un vaccin d'une extraordinaire efficacité, probablement, encore une fois, qui va révolutionner la vaccinologie moderne, parce qu'on peut imaginer que d'autres maladies pourront profiter de ce type de technologie. Donc je trouve que c'est quelque chose qui, sur le plan numérique et des biotechnologies, est une avancée spectaculaire, extrêmement intéressante et qui va voilà, bouleverser un peu la donne. Souvent, les crises sont des occasions de pouvoir faire ces sauts technologiques. Je ne suis pas certain qu'on l'aurait fait à cette vitesse sans la pandémie de Covid-19. Mais justement, Gabriel Martin, est-ce que cette prouesse sidérante et incroyable, au sens premier du terme, qui est difficilement croyable par beaucoup de monde encore aujourd'hui, cette rapidité n'a-t-elle pas nui finalement
à l'imposition même de cette révolution, et c'est ce que l'on voit souvent en matière de transformation digitale. Et les transformations sont tellement fulgurantes et rapides qu'elles nuisent elles-mêmes à l'innovation. Comment on travaille sur ces sujets pour demain embarquer l'intégralité de la population, si cela était possible, pour emporter les vertus? Oui, mais je crois que c'est une très très bonne question. C'est-à-dire que c'est toujours pareil quand on est dans ce genre de transformation, qui est des transformations sur lesquelles nous n'étions pas par définition préparés, se pose toujours la question inhérente, surtout quand on parle de ce genre de produit, à la question de l'innocuité. Le Dr Floweaux en a parlé. Et c'est vrai que quand on développe aussi vite, forcément, et quand on est surtout, je dirais, en train de contredire tout un discours qui se vouait au tout début extrêmement patient pour expliquer aux populations qu'on allait très probablement vivre avec cette pathologie pendant très longtemps, que le développement d'un vaccin c'est une dizaine d'années, et que finalement on se retrouve en quelques mois à commencer à poser les espoirs d'eux et dans les faits en réalité avoir une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché en moins d'un an, forcément des questions se posent. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que je crois que ce qui a été remarquable, ça a été effectivement le travail des laboratoires d'un côté dans son innovation pure, dans le développement, Dr Floweaux en a parlé en quelques mots, mais je crois aussi que c'est toutes les étapes d'après de simplification. Et c'est là où le numérique est aussi largement intervenu, c'est comment on a pu, dans une situation de crise profonde, réussir à simplifier énormément des étapes de discussion, aller au cœur de l'essentiel pour ce qu'il y avait aujourd'hui à évaluer, à regarder, mobiliser les personnes face à l'urgence, qui est un vrai sujet. La priorisation aujourd'hui face à l'enjeu de santé est un vrai sujet. Et je crois que le numérique, cette année, a réellement permis de focaliser et d'orienter à ce que tout le monde puisse travailler à raccourcir finalement les temps de discussion, les temps d'évaluation, les capacités. Maintenant, on sait faire, par exemple, en tant que laboratoire, la dématérialisation des essais cliniques, ce qui était absolument impensable il y a de ça quelques mois. Donc on voit que finalement, la crise provoque ces possibilités, permet ces opportunités, ces ouvertures. Maintenant, il s'agit d'être extrêmement pédagogue dans l'accompagnement. Il faut aussi former les équipes, former les professionnels de santé à une meilleure compréhension de ce qu'il y a derrière et qui explique aujourd'hui pourquoi on a ces développements-là, pour permettre effectivement de cascader finalement ces informations auprès de la population générale et de faire en sorte que ces innovations soient acceptées. Vous êtes en mute, David. La phrase préférée de 2020. Erreur du début des années 2020. Plus sérieusement, quand on parle de dématérialisation des essais cliniques, ça veut dire quoi? C'est de la modélisation? C'est de la modélisation, c'est la capacité à permettre en fait le transfert d'informations en direct et non plus avec, vous savez, comme on avait l'habitude, un arc qui allait dans les centres, qui récupérait les informations, les données, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et qui continuent d'ailleurs à créer une évolution. On avait des barrières par rapport à ça parce que, évidemment, ce que l'on met potentiellement dans la balance, c'est la qualité des informations que l'on récupère. Et là, aujourd'hui, on va vers un certain nombre de choses, une autonomisation de la remontée de données par les patients, une ouverture sur les outils qui permettent justement ces captures-là. Donc, il y a énormément de choses qui sont en cours de modification et d'évolution et qui, honnêtement, aujourd'hui, pour les laboratoires, correspondent à une réorientation complète des ressources. C'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de composer avec cette réalité parce que c'est une réalité qui s'est ouverte de façon extrêmement rapide à tous et qui va finalement jouer aussi sur les aspects de compétition qui existent entre laboratoires, qui ont besoin d'aller à de la découverte et de l'innovation de façon continue. Et donc, on voit bien qu'on est dans un cercle vertueux par rapport à ça. Il faut évidemment que ces évolutions soient faites sous le sceau de la protection des données, sous le sceau de la réassurance des patients qui vont en bénéficier. Et donc là, on le voit, on a en parallèle tout un travail important d'éducation à faire. Alors, si on devait s'arrêter là, on se dirait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, hein, comme dirait le philosophe. Laure, si on devait passer en revue
les principales transformations qui ont eu lieu au cours de l'année. Qu'est-ce qui a fonctionné au-delà de ce qu'on vient de voir et quels ont été les freins dans l'appropriation des outils, mais au-delà même des usages? Alors, donc, me concernant, je suis chargée de traiter les datas de santé dans le groupe, les datas de santé de manière collective. Ce qui nous a manqué, alors moins maintenant, mais ce qui nous a en tout cas cruellement manqué au début de la crise, c'était de la transparence dans la circulation des informations. C'était et la transparence et des outils adaptés pour partager des informations, ne serait-ce que sur on est un établissement, on va peut-être devoir avoir affaire à un afflux de patients. Quid de nos voisins? Est-ce qu'ils sont déjà saturés? Est-ce qu'ils ne le sont pas encore? Ce genre de partage d'informations a été un peu compliqué à mettre en place, ne serait-ce que nous, au niveau du groupe, à arriver de manière centralisée à bien appréhender quels étaient les établissements qui allaient être débordés par un afflux de patients et ceux, au contraire, qui sont restés relativement vides. Donc, ce partage d'informations, cette circulation des informations a cruellement fait défaut au début de la crise et c'est plutôt amélioré. Mais je pense qu'on a encore du chemin à parcourir. Et je mets de côté toutes les contraintes réglementaires, CNIL et RGPD qui s'imposent à nous, et heureusement, puisque c'est bien sûr des secret médical, la confidentialité des données, des choses tellement importantes, mais on voit bien qu'on est dans une époque où on a du mal à trouver le juste milieu entre une bonne protection des données et un système qui n'est pas trop bloquant pour pouvoir s'échanger des informations. Alors, je rappelle que le groupe Elsan est un groupe privé, qui est la réunion d'hôpitaux privés. On se souvient d'ailleurs au début de la crise d'une certaine forme d'antagonisme entre les hôpitaux publics et des hôpitaux privés dont on nous montrait des images vides et sans patients. Est-ce qu'on peut dire qu'après un an de crise, quand on parle de meilleure coordination, d'échange d'informations, que les choses se sont améliorées alors? Alors, la crise a frappé de manière très, très inégale les différents territoires, les différentes régions, les différentes métropoles. Et très clairement, dans les zones où il y a eu des afflux de patients, je crois que la coordination des établissements s'est installée contre vents et marées, je dirais même. Quand le public qui, au départ, avait décidé, l'établissement public avait décidé qu'il serait seul à prendre en charge les patients en Covid, au moment où ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à faire face et que leur plan de bataille, c'était uniquement de demander aux établissements privés de mettre à disposition leurs professionnels et leur matériel, au moment où ils se sont rendus compte que ça n'allait pas suffire, les établissements privés ont commencé à prendre toute leur place et à montrer leur efficacité. C'est peut-être moins vrai dans les territoires où il y a eu moins d'afflux de patients. Donc oui, je pense qu'il y a eu des progrès de fait. Je pense qu'il nous reste encore pas mal de marge. Antoine, bon point, mauvais point, sont des transformations d'années écoulées et vues de Suisse. En fait, je vais plutôt passer par Stanford, puis après aller à Wuhan. Une chose qui m'a marqué sur le plan digital, c'était une publication de chercheurs de Stanford qui ont montré que l'intelligence artificielle avait pu faire mieux que des radiologues de Stanford pour lire des radiographies du poumon. Et la radiographie du poumon, c'est une des radios, des imageries médicales les plus complexes en réalité pour faire des diagnostics. Parce qu'il y a le cœur, parce qu'il y a les poumons, parce qu'il y a le grille costal, parce qu'il y a l'œsophage, l'estomac que l'on voit aussi, le diaphragme. Bref, beaucoup d'organes et de l'air et de l'eau et du solide et des os. Donc c'est assez compliqué.
Et malgré tout, des algorithmes d'intelligence artificielle ont été capables de faire du diagnostic. Alors ça crée un émoi, c'était avant la crise pandémique, hein, ça crée un émoi dans la communauté des radiologues qui disaient que non, enfin, on n'allait pas remplacer les radiologues par des ordinateurs. En réalité, quand on sait que dans certains pays d'Afrique subsaharienne, il n'y a pas un radiologue par million d'habitants, on peut se dire qu'eux pourraient probablement apprécier et bénéficier de ce type de technologie. Mais au-delà de ça, lorsqu'est arrivée la pandémie, on était tous à court de tests PCR, et les premiers qui ont été à court, simplement, parfois ils ne les avaient pas encore, c'était les Chinois à Wuhan. Et ils ont eu l'ingéniosité de se rendre compte, d'abord par l'observation des médecins, des cliniciens qui sont d'excellente formation en Chine, de se dire que dans le fond, les patients qui arrivaient, même s'ils n'étaient pas forcément au plus mal et très graves, avaient des images très typiques qu'on appelle en verre dépoli de pneumopathie sur les scanners ou les IRM qui étaient faits. Et ils ont passé également des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont pu aller très rapidement et faire du dépistage systématique sans test, avec une très grande sensibilité et une très grande spécificité, qui sont avérés des outils très, très intéressants. Donc je trouve que ça, c'est déjà c'est un peu une transformation de la façon dont on peut travailler quand on est médecin, et de se dire que l'innovation technologique peut être quelque chose qui apporte beaucoup, y compris dans la pratique quotidienne, notamment en cas de pénurie. Ici, c'était une pénurie de tests. Et puis le deuxième élément qui n'a rien à voir, mais qui est plus proche de ma propre pratique, et qui est plus proche aussi du pays où je travaille et je vis en ce moment, qui est la surveillance épidémiologique. En fait, je fais depuis le début de ma carrière de la modélisation mathématique, c'est-à-dire le versant théorique de l'épidémiologie. Et ces modèles mathématiques, dans le domaine de la pandémie de coronavirus, s'avèrent à la fois extrêmement utiles et performants. On le voit tous les jours, et en fait, vous ne le voyez pas nécessairement, mais en réalité, toutes les politiques publiques sont construites sur l'épidémiologie théorique aujourd'hui. Hein. C'est la raison pour laquelle on confine, c'est la raison pour laquelle on met des masques, qu'on se lave les mains, qu'on opère une distanciation physique, que l'on crée des vaccins, je dirais presque. C'est pour baisser le fameux R, qui est le taux de reproduction, et qui est un calcul d'épidémiologie théorique. Hein. Ça ne se mesure pas, il n'y a pas de mesure épidémiologique du R autrement que par une formule mathématique et par un calcul. Et ces calculs et ces modèles mathématiques permettent de faire de la prévision. Et à l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, qui est à la faculté de médecine, on a fait un consortium très rapidement, au tout début de la pandémie, à la suite de quelques tweets où j'essayais par des modèles très empiriques de faire de la prévision lorsque la courbe était exponentielle en Chine, en Italie, en Iran, en Corée du Sud. C'était les premiers pays atteints. Alors, les écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich se sont tournées vers moi, et on a fait un consortium avec eux, et on a construit des modèles mathématiques qui permettent de prédire cette pandémie. En fait, on s'est vite rendu compte qu'on était absolument incapable, avec un ensemble de modèles prenant toutes les technologies existantes, y compris du machine learning, de faire des prévisions au-delà de 7 jours. Après 7 jours, tout cela devenait de très, très, très mauvaise qualité. Et donc, on s'est réfréné, on est bien content de l'avoir fait, parce que beaucoup de nos confrères, y compris d'excellentes maisons, ont dit des grosses bêtises, quoi, y compris si la Suède continue à ne pas confiner comme elle le fait, elle aura 100 000 morts au mois de juin. Ils avaient dit ça au mois de mars, c'était les modèles de l'Imperial College. Et ça s'est révélé totalement faux, fort heureusement. Ils ont eu malheureusement 7 000 décès, mais ce n'est pas 100 000. Et donc on se rend compte qu'on n'est pas capable de prédire à long terme, mais en revanche, nos modèles tournent sur le supercalculateur de Lugano. Pour ceux qui le connaissent ici, c'est, je crois, le plus gros calculateur d'Europe. On met 11 heures de calcul tous les jours,
et on a un espace qui nous est réservé en permanence. Et en fait, on produit, pourquoi 11 heures de calcul? C'est parce qu'on produit pour 209 pays des modèles qui sont d'ailleurs différents en fonction des pays, en fonction des tendances, en fonction de leur état aussi de qualité des données, etc. Donc, c'est des prouesses technologiques qui sont derrière tout cela. C'est beaucoup de travail de data scientist. C'est du travail de collaboration avec des épidémiologistes et de cultures différentes, je dirais de cultures scientifiques très très différentes. Donc c'est passionnant et je pense que c'est quelque chose qui n'est probablement pas complètement nouveau. On faisait de la modélisation mathématique depuis bien longtemps avant. Les Russes, les Soviétiques à l'époque en faisaient avec beaucoup d'art en fait, sur la grippe en particulier. Aujourd'hui, je dirais qu'on dispose de ces données en temps réel qui nous sont acheminées par Internet et qui sont disponibles à tout le monde et en open data. Et je pense, d'ailleurs, tous nos développements sont en open science. Et je pense que voilà, c'est aussi une vraie avancée qui a accéléré l'usage du numérique dans cette pandémie. Alors, néanmoins, quand on utilise les termes de surveillance, de prédiction, qu'on fait référence aux Russes et aux Chinois, ce n'est pas exactement le genre de choses qui rassure sous nos latitudes. Comment on fait pour lever les doutes de nos concitoyens et comment on les embarque dans cette aventure? C'est vrai ce que vous dites, David. Pas loin que la semaine dernière, j'ai un prof, un collègue, qui est un très bon ami de l'école polytechnique de Zurich, qui m'a demandé de retirer son nom d'une publication que nous avions fait ensemble parce que j'utilisais le mot surveillance épidémiologique et qu'il était absolument contre. Et en fait, donc, je lui ai dit on peut peut-être essayer d'appeler ça monitoring et tout, mais enfin, il pensait que voilà, il est très sensible à au fait que ces termes sont souvent des termes qui sont assez connotés. En réalité, l'épidémiologie est le vocabulaire de l'épidémiologie est très connoté militaire, pas tellement dictature, mais militaire. C'est-à-dire que vous parlez des campagnes de vaccination, vous parlez du front des épidémies, vous parlez de médecins sentinelles, vous parlez, vous savez, le mot alarme, ou alarme, ça veut dire aux armes, en italien primitif. Alerte, ça vient de alerta, au créneau, quand on montait au créneau pour voir si les ennemis n'arrivaient pas près du château. Donc il y a tout un vocabulaire qui est dans notre culture d'épidémiologiste et qui est emprunté à un vocabulaire militaire qui est un vocabulaire qui tout à fait vrai, restreint les libertés. Et en fait, on restreint les libertés individuelles, et on le connaît aujourd'hui, vous en France avec le couvre-feu, nous aussi quand on nous ferme nos bars et nos restaurants, quand on n'a plus de vie culturelle, qu'on n'a plus de vie sportive. Je veux dire, c'est terrible, mais les épidémiologistes le font depuis longtemps. Ils vous privent vos libertés depuis longtemps, quand ils vous mettent des ceintures de sécurité, des casques sur la tête, quand ils vous empêchent de boire ou de fumer tranquillement, etc. Donc il est tout à fait exact une forme de privation de liberté assez dangereuse. Certains parlent de dictature sanitaire, et je ne suis pas contre ce terme. Parfois, il faut être extrêmement vigilant et bien entendu que ce soit quelque chose qui, dans nos démocraties, doit être surtout pas décidé par des épidémiologistes ou des scientifiques de tous bords ou des data scientists, mais véritablement par les représentations nationales ou par les citoyens. Gabriel, puis Laure, j'aimerais voir avec vous à présent quelles ont été les barrières que vous avez dû lever au cours de l'année écoulée, avec peut-être des exemples précis, puisque vous avez dû revoir aussi vos organisations, mais néanmoins, il y a le droit, il y a la culture et les valeurs. Et quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés et que vous avez dû lever? Gabriel, puis Laure.
Ouais. Alors, avant d'aller dans les difficultés, j'ai envie de dire que d'abord, nous, la première chose qu'on a constatée, c'est la surprise, dans un sens, des changements de pratiques qui se sont mis en place assez rapidement pour la prise en charge des patients. Nous, notre travail, c'est effectivement d'accompagner les professionnels de santé dans une meilleure connaissance des médicaments et dans leur interaction avec leurs patients. Et il faut quand même se rendre compte d'un élément dont on n'a pas parlé immédiatement, mais c'est la téléconsultation. Un chiffre, juste pour illustrer ça, en mars 2020, de mars 2020 à avril 2020, donc en un mois, les téléconsultations sont passées en France de 40 000 à 4,5 millions. Donc c'est dire... On avait eu 60 000 sur la seule année 2019. Hein. Exactement, exactement. Donc c'est pour dire à quel point nécessité fait foi et à quel point effectivement les professionnels de santé, de façon assez surprenante, hein, pour moi, compte tenu des barrières qu'on imaginait à l'époque sur l'utilisation de la téléconsultation, comment finalement, face à cette situation, eh bien, on a très vite réagi, on a trouvé des solutions, on a mis en place du matériel, on s'est formé, enfin, les choses se sont faites à une allure vraiment incroyable. Et ça a été un des éléments à prendre en compte de notre côté, c'est in fine, qu'est-ce qui se passe pour ces professionnels de santé et les patients que nous servons, et comment comprendre aujourd'hui le parcours de ces patients-là dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement dense. Je rappelle que la prise en charge des patients atteints de VIH est faite par les infectiologues, qui étaient donc en première ligne réellement de la prise en charge des patients atteints de Covid, et pourtant, les choses se sont rapidement organisées, et quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, sur la deuxième vague, l'impact qu'a eu la deuxième vague de confinement sur l'optimisation des traitements dans le cadre du VIH, vous vous rendez compte qu'on est au même niveau de pré-Covid. Donc c'est pour dire à quel point la courbe, la learning curve, comme on dit, des professionnels de santé a été extrêmement importante et nous a surpris. La difficulté pour nous a été de nous adapter à cette réalité, de comprendre comment interagir avec les professionnels de santé dans un cadre qui restait contraint. Donc on a énormément aussi travaillé ces outils-là et accompagné ces outils-là. Donc ça, c'est un premier point qui me semble être important. Le deuxième point qui me semble être important, c'est réorienter finalement aussi de notre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on vit, donc combien de temps elle va durer, comment elle va transformer de façon durable les échanges et les relations entre les professionnels de santé, des professionnels de santé aux patients, des patients entre eux, et du coup, en tant que laboratoire, quelle est notre place dans tout ça? Et c'est vrai que ça, c'est pas évident parce qu'on touche au cœur de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec ces transformations-là, les barrières et les garde-fous qui existent et qui doivent exister entre un laboratoire et un patient, comment les maintenir dans un cadre où finalement le transfert d'informations se fait beaucoup plus facilement, dans le cadre où effectivement on a de l'échange de données entre professionnels de santé. Donc voilà, il y a toutes ces réalités-là qui se sont choquées à un moment donné, et il a fallu effectivement travailler, réfléchir sur les outils que l'on avait à disposition, mais aussi dans le cadre de l'utilisation de ces outils, qu'est-ce qu'on pouvait proposer de mieux tout en gardant finalement ces garde-fous existants. Donc, et les autorités ont travaillé avec nous sur ces sujets-là, on a pu avoir des consultations, on a pu avoir des discussions, donc c'est des éléments sur lesquels on a avancé, mais il y a encore beaucoup à faire, puisque la période qu'on appelle la fameuse période du new normal, qu'on espère tous un jour post-vaccination, elle va être empreinte de cette réalité. Aujourd'hui, on n'est plus dans le monde d'avant, les professionnels de santé ont goûté à cette expérience-là, les patients aussi, et les risques qu'on évalue aujourd'hui, et qui sont importants, c'est la préférence patient aussi, dans un sens. C'est-à-dire le patient qui va préférer finalement la téléconsultation et qui va penser que la téléconsultation sera suffisante, là où dans bien des cas, elle ne sera pas malheureusement suffisante. Donc comment trouver la bonne balance, comment accompagner ça, comment nous assurer du bon usage de nos médicaments, ça fait partie de l'ensemble des éléments sur lesquels on a dû travailler. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, c'est la réflexion sur la continuité des essais cliniques, c'est la continuité et les opportunités que ça représente. Donc il y a énormément de choses sur lesquelles on a dû travailler par rapport à ces éléments-là. Mais le point pour moi principal, c'est aussi de comprendre demain quel est notre rôle par rapport à ce qui a été maintenant possible. Quand on regarde les applications Stop Covid, géolocalisation, échange de données, etc., des choses incroyables, ça peut avoir des impacts positifs extrêmement forts demain pour la prise en charge d'autres types de patients. Et du coup,
quel degré de liberté va-t-on trouver là-dedans? Dans quelle mesure on va être dans une continuité de réflexion publique-privée sur ces questions? C'est pour moi le vrai enjeu de la réflexion numérique pour les autorités et pour nous, laboratoires. Merci Gabriel. Laure, comment on accueille des patients surinformés qui reprennent aussi une forme de pouvoir et dans une période de tension maximale comme on l'a vécu? Et au-delà, même question pour Gabriel, comment on travaille sur le fond pour lever les barrières? Vous parliez tout à l'heure de RGPD, donc j'imagine qu'elles ont été aussi de nature juridique. Alors, concernant les patients, en fait, on se trouve dans une situation un peu paradoxale avec des programmations massives qui ont fait que des patients sont en attente de soins. Il y a des tonnes d'interventions qui ont été reportées. Et à la fois, on a des patients qui restent craintifs et qui restent sur la réserve, compte tenu, enfin, en tout cas en imaginant que le risque d'attraper le Covid est plus fort si on va chez son médecin ou dans un établissement de santé que si on reste chez soi. Donc on va devoir à la fois gérer les stocks de patients qui se sont créés, ces listes d'attente qui se sont créées, et rassurer les patients qui auraient besoin de soins et qui pour autant sont craintifs à l'idée de venir dans un établissement de santé. Et là, pour le coup, le numérique ne résout pas tout. Les téléconsultations, comme partout ailleurs, nos médecins s'y sont mis, mais on a eu l'impression aussi qu'après le premier confinement, le soufflet était un peu retombé. Donc la téléconsultation, on voit, ça a bien entendu, et les chiffres que vous avez cités sont ce qu'ils sont. Et donc c'est sûr que ça aura donné un coup de boost à ces technologies. Il restera à trouver la bonne place pour la téléconsultation. Qu'est-ce qu'on peut traiter en téléconsultation, est-ce qu'on ne peut pas? Il y a d'autres éléments. Il y a la téléexpertise. La téléexpertise, ça a été aussi très utilisé. Et ça, je pense que tous les professionnels y ont trouvé un intérêt. Et je pense que la téléexpertise continuera à être utilisée. Et puis, il y a des éléments qui ne sont pas exactement la téléconsultation, la télésurveillance, la télérééducation, l'utilisation du numérique comme élément de la chaîne de soins sont aussi certainement des éléments qui resteront, enfin, ou des technologies qui resteront avec tout un tas de choses à régler, comme leur financement, leur réglementation. Comme tout a été très vite, il y a des choses qui ont été utilisées avant même de bien définir les cadres dans lesquels ils seront in fine utilisés. Alors, on voit qu'est la téléconsultation. Laure, est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser ce qu'est la téléexpertise, qui est très associée et qui n'est pas exactement la même chose? Alors, la téléconsultation, c'est le patient, c'est le contact avec son médecin qui ne se fait pas en présentiel, mais qui se fait via un outil numérique. La téléexpertise, ce sont deux professionnels qui rentrent en contact pour s'entraider et bénéficier de l'expertise de l'autre. Donc, ce ne sont pas tout à fait les mêmes outils et pas tout à fait les mêmes sujets. Et ça valait le coup de préciser. On n'est pas tous avertis en matière de santé, mais effectivement, en matière numérique, c'est des choses qui se font beaucoup ailleurs en termes de mutualisation et de partage de ressources. Je précise pour nos amis que si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à le faire, à vous signaler en levant le doigt. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. Je vous le dis d'autant plus qu'on arrêtera quoi qu'il arrive à 9h45. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Il y a une autre question. David, je voudrais juste réagir en une seconde et très court sur ce qu'a dit, le docteur Comard, juste pour une précision sur les aspects techniques. Évidemment, le numérique en soi n'est qu'un outil.
Et donc, je pense que le travail aujourd'hui qui doit être fait, c'est de comprendre avec ces nouveaux outils comment on peut s'adapter et où on doit s'adapter. La priorité donnée, par exemple, au dossier médical partagé n'a jamais été très forte en France. Dans des pays comme par exemple le Danemark, où ça a été extrêmement poussé, extrêmement efficace, l'impact sur le taux de décès au Danemark est important. Pourquoi? Parce que ça a été un outil qui a énormément facilité les prises de rendez-vous, l'organisation des soins, etc., pendant la gestion de cette crise de Covid. Et c'est aussi un des éléments clés et phares pour eux pour organiser le soin, pour organiser autour de ça, au-delà du Covid, sur l'ensemble des pathologies chroniques, les rendez-vous à l'hôpital, etc., etc. Donc, le numérique en soi est un outil, ce qu'on en fait, et donc la formation, la mise en place de matériel adéquat, la gestion des données partagées, toutes ces questions-là doivent être traitées sur le fond pour pouvoir donner la pleine possibilité à l'outil d'exister. Sans quoi, effectivement, comme le disait Madame Comard, clairement, on va être sur une retombée de soufflet et qui sera minime en termes d'impact par rapport à ce que ça pourrait être. Donc, c'est aux autorités, à nous, à tout le monde de se mobiliser effectivement, et ce think tank sert aussi à ces éléments à faire réfléchir sur le fait qu'il va falloir accompagner ces outils qui ont explosé cette année. Alors justement, Gabriel, vous parlez de formation, c'est important parce qu'on a parlé des patients qui sont d'ailleurs plutôt bien informés et utilisent très bien les outils, mais on le voit bien d'une manière générale dans les transformations numériques que l'on vit depuis plusieurs années maintenant. Nos concitoyens sont très bien traités en tant que consommateurs par les marques. En général, ça fonctionne, ça marche. Ils ont le sentiment d'être un peu moins bien traités par leur employeur en tant que salarié et encore moins bien traités en tant que citoyen par la puissance publique. Alors que c'est la même personne et qu'on ne peut pas dire que rien ne fonctionne, hein, même dans l'appareil d'État. L'imposition est prélevée assez rapidement, les services de santé aussi ont beaucoup progressé. Néanmoins, il reste ces décrochages. Comment on embarque ces salariés, ces collaborateurs dans cette aventure? Est-ce qu'ils étaient prêts à la vivre telle qu'elle a été vécue? Et comment vous les avez accompagnés et comment ce mouvement a-t-il pu les embarquer, ou est-ce qu'il y a eu des décrochages et à présent des laissés pour compte? C'est vrai que nous, dans l'accompagnement, dans l'accompagnement, surtout dans notre interaction aux professionnels de santé, parce que là, nous concernant, nous, Laboratoire Vive, c'est vraiment là-dessus que finalement le virage a été pris rapidement, c'est s'adapter au manque de disponibilité des professionnels de santé, aux hôpitaux fermés, etc. Donc, comment garder le contact a été un point majeur d'accompagnement, d'autant que cette année, on a eu des produits importants en lancement, importants pour les patients, donc il fallait accompagner aussi. Donc, c'est vrai que ça a été un moment pas simple. Écoutez, au départ, ça s'est fait sur la base de la bonne volonté de tout le monde. C'est-à-dire que, encore une fois, nécessité faisant foi, il a fallu effectivement très vite s'adapter et on a très vite identifié que les recours que l'on avait étaient ceux-là. Donc on leur a demandé finalement assez vite de se mettre dedans et puis on les a accompagnés effectivement. On a des équipes qui sont focalisées dessus pour vraiment mettre en place, expliquer les outils, réussir à former autour de l'utilisation de l'outil. Et du coup, ce faisant, certains ont pu commencer les premières interactions, expliquer aux autres comment ça se passait, etc. Et permettre comme ça, petit à petit, de construire. Je dois reconnaître qu'on n'avait pas anticipé. On aurait anticipé, on aurait travaillé en amont, on aurait fait les choses peut-être différemment. Peut-être que les choses se seraient passées complètement d'une autre façon. Mais c'est ce qu'on a dû faire. On a dû un petit peu improviser au départ. Après, on a pu travailler un peu dans le temps, puisque ça a commencé à prendre de plus en plus place. On a réussi à travailler dans le temps et à trouver finalement aussi au travers de ces outils-là des opportunités. Des interactions avec des médecins qui au départ, dans une journée classique, ne les auraient pas dédié du temps en tout cas aux délégués concernés au même moment, ont pu trouver des horaires qui leur correspondaient mieux pour pouvoir interagir. Donc on voit bien que ça ouvre aussi des opportunités pour la suite de ce point de vue-là. Pour autant, on le voit, quand on sort de phase de confinement, finalement, on a tout type de médecins. On en a certains qui ont envie de revenir à vraiment une présence physique, d'autres qui préfèrent utiliser le numérique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça devient un élément qui n'est plus un élément secondaire, qui doit devenir un élément qui fait partie de façon complète des compétences et des capacités que doivent avoir un collaborateur dans un laboratoire pharmaceutique, c'est de pouvoir jouer avec ces éléments-là.
Et effectivement, on est aujourd'hui en train d'étoffer notre équipe aussi numérique, on est en train de travailler sur des plans de formation au long cours. Donc on voit bien qu'on intègre ça de façon totalement complète aujourd'hui dans comment on dessine et on décrit l'avenir dans les laboratoires. Donc ça montre qu'on n'est pas sur on attend que les choses se passent et puis on va revenir à la normale. Il y a vraiment aujourd'hui des investissements qui sont faits, des planifications qui sont faites pour considérer que demain sera complètement différent d'avant. Ça, c'est une certitude. Et c'est vrai que après, la question derrière, c'est l'accompagnement des professionnels de santé. Là, on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais je pense que c'est un vrai sujet. C'est comment on les rend aussi beaucoup plus à l'aise sur ces sujets-là eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour les accompagner, sous quelle forme. Donc ça, c'est des questions qui sont également importantes à traiter. Et ce qu'il faut bien voir, hein, qu'une des bases de votre métier, c'était les visiteurs de santé et un lien humain et concret et qui a disparu. Est-ce que le fait qu'il soit désormais à distance a changé également la nature de ce lien? Est-ce qu'il a transformé la relation sur des points que vous n'imaginiez pas, par exemple? Je crois qu'on l'a tous expérimenté, c'est-à-dire que le lien et l'utilisation de l'Internet et des réunions de Teams, etc., permet effectivement de faciliter énormément de choses. On arrive finalement à beaucoup plus interagir dans une fréquence beaucoup plus importante et avec des gens qu'on aurait eu du mal à réunir autrement. Par contre, on manque d'humain, on manque de contact, on manque de relations sociales, on manque d'interactions autres et qui font partie de la relation pleinement. Donc aujourd'hui, nous, on a des délégués effectivement qui, dans la très grande majorité des cas, connaissaient déjà les professionnels de santé, étaient déjà en interaction avec eux, donc étaient capables de finalement reproduire et remettre du lien et de l'humain dans la relation virtuelle. Mais c'est vrai que ça, c'est pas évident, c'est pas simple, et que demain, c'est comme tout. Quand on va aujourd'hui expliquer des nouvelles données, quand on va expliquer aujourd'hui ce qui vient d'être mis à disposition comme data, on a besoin qu'une relation de confiance existe entre le professionnel de santé et le représentant du laboratoire. Et cette relation de confiance importante, il faut qu'on trouve un moyen effectivement de continuer à la défendre, que ce soit en physique, mais que ce soit aussi par rapport à l'interaction numérique. Donc là-dessus, on a encore à apprendre sur ces sujets-là. Mais c'est l'enjeu essentiel, je pense, du 21e. Mais c'est là où, pour moi, il n'y a aussi pas de danger. C'est-à-dire que dans la réflexion de l'intégration du numérique, bien souvent, une peur cachée peut être celle de dire ou de considérer que le numérique peut remplacer l'humain. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Mais pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, comme pour tout, l'humain reste au cœur de la décision. Et très franchement, aujourd'hui, je pense que les professionnels de santé apprécient la relation humaine, apprécient de pouvoir avoir des gens en face, de pouvoir réellement challenger, discuter, échanger. Et je ne crois pas que ce soit vraiment demain que le numérique puisse totalement remplacer ça. C'est juste un outil différent mis à disposition d'humains qui doivent rentrer en relation pour échanger ensemble. Et donc, nous, par exemple, cette année, on a continué à recruter. On a continué à étoffer nos équipes parce qu'on avait besoin effectivement de pouvoir continuer à interagir. Donc je ne crois pas du tout dans le remplacement, je crois dans l'idée qu'on est simplement sur une nouvelle voie d'interaction et que c'est les éléments qu'on doit intégrer aujourd'hui dans notre réalité. Alors sur la montée en compétences des équipes, je vais passer la parole à Antoine, puis à Laure, et ensuite je crois que Valérie Chavannes avait une question à poser. On a prononcé le mot de RGPD. Antoine. Sur la compétence des équipes, tu dis, c'est ça? Oui, comment on les accompagne, comment dans cette aventure extraordinaire? Nous, je pense que nos métiers à l'université aussi ont été complètement bouleversés. Donc la difficulté a été de... Je pense que on a un master de santé globale où la plupart de nos étudiants viennent des 4 coins du monde. C'est un master présentiel. Et lorsqu'ils sont arrivés au mois d'octobre, au bout d'un mois, on leur a dit maintenant tout va devenir à distance. Ils se sont sentis un peu floués, les gens. Je veux dire, ils savaient très bien qu'on le faisait parce qu'on était obligés. C'était de toute façon la loi cantonale chez nous qui nous imposait cela. Mais certains étaient dans des petites chambres de quelques mètres carrés. La vie est très chère à Genève. Ils avaient quitté leur lieu d'origine, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est ou la Chine, pour venir chez nous. Et ils ne se sentaient pas très en sécurité sur le plan sanitaire. Et puis en plus, tout à fait
tout à fait mal logés, loin de leur famille et de leurs proches. On leur a conseillé presque à tous, enfin on leur a conseillé à tous, mais presque tous sont repartis chez eux. Et voilà. Et maintenant, là, on envisage de réouvrir. Alors ils disent, mais attendez, nous, on est reparti, on revient, ça nous coûte cher. Vous imaginez ce genre de choses, c'est compliqué à gérer. Les cours sur Zoom ou sur Teams, bah, c'est difficile parce que le prof, à la limite, il délivre son cours, voilà. Beaucoup de profs ont tendance à croire que bah voilà, je continue, je fais mon cours comme d'habitude. Or, c'est pas possible, la pédagogie doit changer. Donc, on est en train de recréer des nouvelles pédagogies beaucoup plus participatives, où on essaye d'obliger les profs au cours de leur présentation, de stopper, de laisser la place aux uns aux autres. On peut faire des cours avec 70 étudiants dans la salle virtuelle, où chacun prend la parole quand il le souhaite, quand il le veut, et c'est pas du tout la pagaille, c'est tout à fait, ça marche assez bien en fait. C'est pas les mêmes personnes qui prennent la parole presque, c'est la timidité est différente de celle qu'il y a dans les amphithéâtres. Donc je pense que on découvre des nouvelles choses. Certaines de ces choses sont plaisantes, d'autres sont très pénibles. Vous avez tous vécu des séries prolongées de Zoom ou de téléconférences. À la fin, c'est long et lourd. Donc, je pense que c'est quelque chose qui aura profondément marqué. Je pense qu'il y a quand même une génération de jeunes qui n'ont pas bénéficié de ce côté humain dont Gabriel parlait, ce côté présentiel qui fait qu'on est à l'université aussi. Hein, c'est pour rencontrer les autres, c'est parfois rencontrer le conjoint ou la conjointe de sa vie. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas indemnisable et qui n'est pas compensable. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'expérience qu'on a à l'université. C'est Carlos Purasanta qui était notre invité récemment, c'est le PDG de Microsoft France, qui nous disait « Je découvre les timides parmi mes collaborateurs qui effectivement prennent la parole sur des visioconférences, là où ils n'osaient peut-être pas nécessairement le faire dans des salles. » Laure, quand on a préparé cet entretien, vous avez employé une expression assez sidérante. Vous avez dit que vous aviez des personnels qui s'évaporaient. Et donc, avec une difficulté de gestion de ces personnels, si j'ai bien compris, là où il y a une tradition de renouvellement assez fréquent. Est-ce que c'est dû uniquement à la pression sanitaire ou est-ce qu'il y a un décrochage technique et donc une peur qui fait qu'on irait voir ailleurs? Alors là, effectivement, je vous ai parlé de ça au sujet de nos personnels soignants. En fait, dans nos établissements de santé, il y a du personnel administratif et du personnel soignant. Ils sont des métiers assez différents, même si quand on s'oriente vers la santé, c'est quand même avec un point commun d'aimer l'humain et d'aimer le contact humain. Donc, on était un peu tous à la même enseigne pour ce sujet-là. Mais en tout cas, les soignants, certes, ont eu à utiliser peut-être un peu plus qu'avant le numérique, mais en tout cas, ont été beaucoup moins touchés par le télétravail, par exemple, que le personnel administratif. Et donc, cette évaporation que nos directeurs constatent porte sur les personnels soignants. Et là, pour le coup, je pense que c'est effectivement la pression qu'ils ont vécue pendant, à cause de cette pandémie et la pression sanitaire que ça a exercé. Et effectivement, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on a habituellement, enfin, c'est longtemps comme ça, les infirmières font leurs études, viennent travailler et puis assez rapidement ou assez souvent changent d'orientation. Donc, il y a un turnover assez important. Et puis, sur des métiers fatigants, enfin, il y a 1000 raisons pour ça. Et là, ces derniers mois, ce qui s'est passé, c'est que les départs sont à peu près équivalents au départ habituellement constaté. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on n'arrive pas à les remplacer. Et oui, c'est très inquiétant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la deuxième vague a posé des problèmes différents de la première et qu'on est sur la corde raide maintenant parce qu'on a ces stocks de patients qu'on a fait attendre et qu'il faut prendre en charge.
on a les patients Covid et ces menaces de vagues Covid successives et des soignants, ceux qui sont toujours là, qui sont fatigués, et puis ces fameux postes vacants qu'on a du mal à pourvoir. Merci Laure, nous allons arriver au terme de notre échange. J'aimerais peut-être vous demander à chacun un mot de conclusion en forme de note d'espoir. Est-ce qu'il y a un élément particulier sur lequel on doit porter l'attention pour rendre ces ruptures, certes au bénéfice de tout le monde, mais acceptables par ceux-ci? Comment on résorbe ce fossé qui est en train de se creuser? Parce qu'au printemps, il faut bien voir qu'on applaudissait les personnels soignants et qu'aujourd'hui, une défiance s'est malgré tout installée. Comment on renoue la confiance? Vous avez 3 heures. Non, 30 secondes. Bon, je veux bien me lancer sur le sujet. Moi, très rapidement, je pense que la clé sera vraiment de travailler ensemble. Je crois que ça, c'est le maître mot sur ces sujets-là. Je pense que le pire serait effectivement d'être siloté avec les autorités d'un côté, avec les laboratoires de l'autre, avec les hôpitaux de l'autre. Je crois que les solutions aujourd'hui, elles doivent se constituer, elles doivent se travailler ensemble. On doit se mettre d'accord sur les règles, sur les conditions, sur la sécurité, sur énormément d'éléments qui vont aller pour rassurer les concitoyens qui vont bénéficier en fait de ces améliorations. Et plus on travaillera ensemble, plus on sera capable de démontrer qu'effectivement on le fait tous dans le bon état d'esprit et avec le même objectif, et plus on sera en capacité de rassurer en France par rapport à l'utilisation de ces outils. Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion-là de continuer à échanger, à travailler ensemble. Merci Gabriel. Antoine? Oui, pour moi, c'est dans l'écoute peut-être, une meilleure écoute du citoyen, une meilleure écoute des personnes, d'arrêter de les mettre dans des cases parce qu'ils expriment des doutes sur le vaccin, ils deviennent des anti-vax ou des vaccinosceptiques, ou parce qu'ils remettent en question des mesures ou des politiques, ils deviennent des conspirationnistes. On a trop tendance à vouloir classer les gens assez définitivement, et je pense qu'une meilleure écoute, une plus grande tolérance à des avis différents me paraît être de nature à rassurer et à restaurer la confiance. Laure? Alors, je suis 100% d'accord avec Gabriel. Je pense que vraiment, c'est extrêmement important d'œuvrer pour une meilleure coordination et pour éviter que les différents maillons de la chaîne de soins, la chaîne de santé soient divisés. Nous, on a été véritablement impactés par cette mise dos à dos du secteur public versus le secteur privé, des hôpitaux publics versus les hôpitaux privés, et la médecine de ville d'ailleurs. Mais l'industrie pharmaceutique, les liens avec l'industrie pharmaceutique sont très importants. Donc oui, je suis complètement d'accord. Plus on arrivera à améliorer la coordination et la fluidité entre les différents acteurs, et plus on gagnera en crédibilité. Partage, écoute, coordination, merci à chacun de vous d'avoir partagé votre enthousiasme et votre vision et cette hauteur de vue. Merci à chacun d'avoir participé à cet échange ce matin. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour traiter du choc informationnel, de la communication, mais aussi des informations. Et jeudi, nous traiterons de l'essor de la data. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci beaucoup à tous les trois et à bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à tous. Merci, bonne journée.